J'ai utilisé l'expression pogrom, crime contre l'humanité, terrorisme. Ça m'a été un peu reproché dans le monde arabe. On me disait en Russie, c'était le groupe dominant qui perpétuait les pogroms. Ce n'est pas le cas ici, mais là n'est pas la question. Ça a été perçu comme un pogrom par la plupart des Israéliens et l'écrasante majorité des Juifs du monde. Donc il faut que nous ayons le courage de le reconnaître au-delà des divergences politiques. Ces cérémonies de ce matin étaient extrêmement émouvantes, poignantes. C'est notre humanité commune qui a été mise à l'épreuve le 7 octobre et dans les innombrables tragédies qui ont suivi le 7 octobre. Mais il faut commencer, avant même de pointer la critique contre les politiques israéliennes, avant même de rappeler que le 7 octobre n'a pas émergé du néant, rappeler que ce qui s'est passé ce jour-là est innommable et que personne ne doit l'accepter. Cela dit, on a le sentiment qu'il y a parfois des blessures qui ne qui cicatrisent jamais. Ce qui s'est passé ce jour-là continuera de nous hanter pendant des années qui viennent, et ce qui s'est passé depuis ne peut pas non plus être ignoré. Autant je suis de ceux qui disent que rien de ce qui s'est passé avant le 7 octobre ne justifie le 7 octobre. Les décennies d'occupation, de répression, de brimation des Palestiniens, rien ne justifie que l'on cible les civils et des femmes et des enfants. Autant, il faut dire également que rien de ce qui s'est passé le 7 octobre ne légitime que l'on fasse subir à une population tout entière des punitions collectives. Car M. Netanyahou vient de le reconnaître dans la presse américaine, dans ses conversations avec les hauts responsables américains. Il leur a dit « Oui, les membres de mon gouvernement voulaient infliger une punition collective aux Palestiniens. On a empêché les médicaments de passer. On voulait que pas un seul comprimé d'aspirine ne parvienne. Et donc, nous nous retrouvons un an après avec des chiffres absolument hallucinants. Et encore une fois, ce ne sont pas uniquement les chiffres du Hamas, la plupart des organisations internationales. Et dans les guerres précédentes, pourra me confirmer, 2009-2014, on découvrait à chaque fois après la guerre que ces chiffres qui étaient cités pendant la guerre s'avéraient parfaitement conformes aux chiffres qu'Israël elle-même allait publier après. La lutte armée est aussi la conséquence de la faillite de l'autorité palestinienne, de la faillite du processus d'Oslo. En 1993, il y a eu cette célèbre poignée de main, Yasser Arafat a reconnu Israël, mais beaucoup ont le sentiment que ce fut un marché de dupes. La colonisation a continué, il y a 3 fois plus de colons aujourd'hui à Jérusalem-Est et en Cisjordanie qu'en 1993. L'occupation perdure, le statut final de Jérusalem, les réfugiés, rien n'a été réglé sur le fond. Donc il y a le sentiment que Arafat a fait énormément de concessions, qu'Israël a poursuivi avec la complicité des puissances occidentales sa politique de colonisation, et c'est cela qui vient donner du grain à moudre aux mouvements les plus radicaux. Et le Hezbollah, parce que justement, il faut en venir au Hezbollah. Aujourd'hui, la guerre, elle est quand même aussi au Liban. Le Hezbollah qui a tiré d'ailleurs aussi des roquettes aujourd'hui. Réponse d'Israël. Une guerre maintenant opérationnelle dans le sud du Liban, nord d'Israël. Là, on est dans un combat qui va continuer. Absolument. On pensait que le Hezbollah était beaucoup plus puissant que le Hamas, mais les coups qu'il a subis depuis 2-3 semaines sont véritablement sans précédent. Il est aujourd'hui décapité, ses chaînes de commandement ne sont plus fonctionnelles, ses moyens de communication n'existent plus, les députés sont aux abonnés absents, ils ne répondent plus au téléphone, mais il va se créer, après l'assassinat de Nasrallah, une sorte de martyrologie, comme lorsque Nasser avait fait pendre Sayyid Qutb en 1966 en Égypte, cela avait créé à travers le monde des disciples de Sayyid Qutb qui le lisent aujourd'hui. C'était le père de la galaxie djihadiste internationale. Donc cet assassinat de Nasrallah va créer une aura, et tant que la cause essentielle, la question territoriale, ce n'est pas une guerre de religion, tant que cette question territoriale n'aura pas été réglée, tant que certains se serviront du messianisme religieux, instrumentaliseront la religion à des fins politiques, ce conflit n'aura pas de fin. C'est ce que vous dites, ce conflit n'aura pas de sens. Qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce sont les héritiers des assassins de Rabin et les héritiers des assassins de Sadat. Il faut rappeler que M. Netanyahou lui-même, dans ses manifestations avant 1995, on voyait des gens avec des photos de Rabin grimés en Hitler. Monsieur Netanyahou, qui accuse d'antisémitisme la terre entière, accusait Rabin d'avoir trahi Israël parce que Rabin avait voulu faire la paix. Le Hamas est également un mouvement héritier des assassins d'Anwar el-Sadat. Il n'en reste pas moins qu'il y a une disproportion des forces et qu'il y a un État
qui est l'État d'Israël, qui viole une 50aine de résolutions des Nations Unies. Il ne faut pas s'étonner que quand une occupation perdure aussi longtemps, quand il y a des humiliations quotidiennes, l'occupation est une forme de terreur au quotidien. Chaque famille palestinienne vous dira qu'elle vit dans la terreur. Elle ne sait pas à quel moment elle pourra être arrêtée dans son propre domicile. Donc des mouvements radicaux vont continuer à émerger tant que les États-Unis n'auront pas utilisé les leviers dont ils disposent pour inciter Israël, pour sa propre survie, dans son propre intérêt, à se mettre en conformité avec le droit international et le droit international humanitaire. Même le droit de la guerre est violé quotidiennement à l'heure où on parle. Guillaume Gendron. Karim Vilbita, vous croyez effectivement encore à un cessez-le-feu possible avec justement un échange entre prisonniers palestiniens et libération des otages? Non, justement, je pense que si Emmanuel Macron a levé le ton avant-hier et réclamé un embargo, c'est parce que la France et les États-Unis étaient parvenus à un accord qui avait initialement été accepté par M. Netanyahou, qui a ensuite, pour toutes sortes de considérations liées à sa politique intérieure, était revenu sur cette promesse initiale. Donc on a le sentiment qu'il y a un cynisme absolument invraisemblable de la part de M. Netanyahou, mais le point le plus important, c'est le risque de le voir déclencher une guerre régionale. Et je rejoins Guillaume Gendron, c'est son objectif principal. Les Iraniens sont à 75% très hostiles à leur régime, mais si on impose un régime dans les fourgons de l'étranger par des frappes américaines ou israéliennes, on crée la recette d'une nouvelle déstabilisation, comme ce fut le cas en 2003, lorsque le même Netanyahou nous disait que ça allait apporter la paix, la démocratie, la stabilité à l'ensemble du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Karim Vilbita. Rina Bassi.